Moi, le temps est très, très limité. J'ai fait ma thèse sur le MS, sur la sclérose en plaques. C'était des longues années de recherche et la recherche continue encore et l'exercice médical également. C'est une maladie très peu connue hors Europe, États-Unis et Canada, c'est-à-dire principalement en Afrique et en Asie. Et la question reste très, très peu connue. C'est la maladie où le système immunitaire attaque la gaine de myéline qui protège les nerfs, c'est-à-dire que c'est une maladie auto-immune. La sclérose en plaques peut engendrer pas mal de lésions nerveuses, c'est ça, principalement le SNC, le système nerveux central, et ce qui fait, ça perturbe la communication entre le cerveau et le reste de l'organisme. Des symptômes très, très variables, c'est du cas par cas. Et la littérature a quand même illustré pas mal d'éléments qui reviennent de manière spécifique. C'est une maladie donc, c'est très difficile de prédire l'évolution de la sclérose en plaques, c'est très important à savoir. C'est-à-dire qu'il y a certains patients qui sont affectés d'une manière minime, alors que d'autres progressent très rapidement vers un état d'handicap ou d'invalidité très précoce. Cependant, la plupart des gens se situent quelque part entre ces deux positions et deux extrémités. Et je rappelle encore que les symptômes sont très variables d'un individu à l'autre. Il y a plusieurs types de CEP, donc jusqu'à aujourd'hui, qui ont été bien définis, bien illustrés. La sclérose en plaques rémitante, la CEP-RR, c'est la forme la plus présente mondialement de la sclérose en plaques, où on a des rechutes imprévisibles. Il faut savoir aussi que la sclérose en plaques, c'est la maladie des poussées, on l'appelle dans le jargon médical. C'est-à-dire qu'automatiquement, même dès le diagnostic ou le pronostic, ou pendant ou après l'évolution de la maladie, il y aura toujours des poussées. Et donc, dans la CEP rémitante, les poussées sont soudaines, imprévisibles, comme des attaques. Et ça peut ramener des nouveaux symptômes aussi, plus ou autres les symptômes existants. Ou bien les symptômes existants deviennent aussi plus graves et plus aigus. Ça peut durer quelques jours et suivi d'une rémission partielle ou totale, très rarement. De là, on l'appelle la CEP-RR, rémitante récurrente. La deuxième sclérose en plaques, c'est une sclérose en plaques bénigne, qui est consécutive à une à deux attaques avec rémission totale. Elle ne s'aggrave pas avec le temps et n'entraîne pas d'infirmité, d'handicap permanent. La sclérose en plaques bénigne n'est pas reconnaissable que grâce à l'imagerie et spécifiquement l'IRM. Et des fois, dans ce type de sclérose en plaques bénigne, les symptômes peuvent intervenir 10 à 15 ans après. Ils peuvent débuter et commencer à être visibles pour le patient et pendant la vie quotidienne également. La troisième forme, c'est la sclérose en plaques secondaire progressive, qui est chez certains individus qui avaient dans le temps la CEP-R, mais un handicap ou une infirmité progressive se développe ultérieurement et ça progresse très lentement. De là, on l'appelle la sclérose en plaques secondaire progressive et avec des récidives également, et elle présente à peu près 25% des patients de sclérose en plaques. La sclérose en plaques, la toute dernière forme, c'est la sclérose en plaques primaire progressive, qui se caractérise par une absence de poussée. C'est la seule où il y a une absence relative de poussée distincte. C'est-à-dire que le patient souffre en revanche d'une installation ou d'une aggravation progressive mais silencieuse.
il y a une accumulation de déficits et de problèmes et de conséquences, et celle-là représente à peu près 15%. Ces 4 formes sont les formes classiques de la CEP, diagnostiquées ou illustrées jusque-là par les DSM et les médecins et les chercheurs. Mais je rappelle encore une fois que c'est vraiment du cas par cas. Je tiens à rappeler cet élément, cet aspect très important. Ça varie énormément d'un cas à l'autre. Et honnêtement, même dans le type ou la forme de sclérose en plaques chez un patient, beaucoup de médecins ont du mal à se prononcer avec affirmité. Il faut l'imagerie médicale, le diagnostic, l'évolution sur le temps, l'avis du patient, les questionnaires très pointus et très prononcés, ou des fois on fait appel à une décision pluridisciplinaire entre pas mal de spécialistes, c'est-à-dire un neurologue, un radiologue, un psychologue clinicien, un kiné, un orthopédiste, parce que la majorité des symptômes se situent au niveau des membres, que ce soit supérieur ou inférieur. Donc, il y a une panoplie de médecins qui interviennent et qui peuvent intervenir et se prononcer afin d'aider ou d'améliorer le quotidien du patient.